Salut tout le monde, bienvenue dans Overtime, ce 13e épisode. Je suis Pascal Eberhardt et comme d'habitude depuis 2 semaines maintenant, je suis avec David Pietronigro. Salut David. Salut Pascal, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez pris un petit peu vos habitudes. On vous entend dans le chat aussi, on veut passer des bonjours particuliers. Il y a les fidèles, Vladi, Richard, il y a Gérard, Sébastien, Pierre aussi qui sont déjà là. Donc on vous attend nombreux. On a beaucoup de choses à vous dire une nouvelle fois en ce lundi pour revenir un petit peu sur ce qui s'est passé ce week-end. Oui, alors en plus du tour des clubs romans, on parlera dans l'ordre de Lausanne, de Genève, de Bienne, de Fribourg et d'Ajoie. On va commencer avec un sujet qui fait un petit peu débat. C'est l'aide à la vidéo pour les arbitres. On va bien évidemment se poser la question là-dessus. Ça va être très intéressant à mon avis comme discussion. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires également si vous en avez. Allez, on se fixe un petit objectif. Allez, plus de 130, 140 commentaires aujourd'hui. On veut vous entendre réagir surtout. Vous avez le chat à disposition. On va suivre ça. On essaiera de répondre aussi à un maximum à vos questions tout en laissant place à tout ce qu'on a prévu de vous dire. Et puis pour être complet dans cette émission, on n'est pas tout seul, il n'y a pas que David et moi, il y a également Jérôme Beuchat qui nous rejoint. Salut Jérôme. Salut Pascal, salut David, bonjour tout le monde. Salut, comment vas-tu? Ça va super bien, et vous, en forme? Ça va pas mal, Écoute, ça va ça pas va, mal. ça va. On va juste dévoiler un petit côté coulisses. Aujourd'hui, c'est moi qui réalise l'émission, donc je suis un petit peu sur le stress à regarder, appuyer sur les bons boutons. Je vous avoue que voilà, on a notre producteur Michael Bartels qui est pas loin, qui surveille tout ça, mais si jamais il y a une erreur, c'est ma faute. J'assume. Si vous trouvez que je parle trop, c'est que Pascal, lui, est en train de régler des problèmes derrière, donc il n'y a pas de souci. Mais vous le verrez, il va changer de couleur si jamais ça commence à monter. Pour l'instant, tout va bien. Pour l'instant, je suis un petit peu rouge parce que là, je stresse un peu, j'ai un peu chaud, mais ça va aller mieux dans quelques instants. Bon, je vous disais, la vidéo, on en parle beaucoup. Il y a eu 2 situations à Genève et à Lausanne où il a fallu aller à la vidéo pour vérifier des buts en fin de match. Les images n'étaient pas de bonne qualité. Forcément, ça ramène sur le débat de pourquoi est-ce qu'on n'a pas de meilleure qualité, pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus de caméras, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un arbitre vidéo qui est à disposition. Jérôme, toi qui étais à Lausanne, est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu la situation de ce qui s'est passé à la Vaudoise Arena? Il y a Lausanne qui allait blanchir, il menait 3-0 contre le CP Berne, puis ils prennent un but à 59-59. Donc John Foust, par principe, pour avoir le blanchissage, il demande le challenge pour le hors-jeu sur l'entrée de zone de Berne. Et puis là, ce n'est pas une question de qualité d'image, c'est juste qu'on a le joueur de Berne, en fait, qui est sur la ligne bleue, il est appuyé contre la bande, et il est entre le puck et la caméra. Et du coup, avec la caméra, on ne peut pas voir le puck parce qu'il y a le joueur devant. Alors, ils ont essayé avec toutes les caméras de voir quelque chose, mais on n'a pas réussi sur place, en fait, à regarder l'image et puis voir au moment où le puck entre dans la zone lausannoise si l'autre joueur est déjà dedans ou pas. Il y a une image à un moment donné où on voit le puck qui arrive vers la ligne bleue et puis ensuite on voit le puck qui est déjà dans la zone, mais on ne voit pas le puck qui entre dans la zone vaudoise. Donc, comme les arbitres ont validé le but sur l'action, il n'y a pas d'image qui montre qu'il y a hors-jeu, donc ils ne peuvent pas changer la décision. Même si avec Stéphane au commentaire, on pense qu'il y a hors-jeu, on va être honnête, mais c'est juste penser, on imagine qu'il y a hors-jeu, mais comme il n'y a aucune image qui le prouve, les arbitres ne peuvent pas revenir sur leur décision. Oui, il y a eu pareille situation entre Genève et Bienne, aussi sur le but victorieux de Tom Ernest en prolongation. C'était aussi samedi soir, d'ailleurs, la rencontre. On a fait recours au coach challenge. On allait voir pendant de longues minutes les images. Rien de concluant. Donc, on a validé le but de Tom Ernest entre les jambes de Van Pottelberg pour donner la victoire au GSHC. Donc, c'est 2 cas qui relancent, Pascal, un débat vieux comme le monde, finalement. Parce qu'on avance dans les discussions, peut-être, mais on n'a toujours pas de solution adaptée ici en Suisse. Voilà, c'est ça. Depuis que la vidéo est arrivée chez les arbitres en Suisse, on dit qu'il faut amener plus. On sait qu'il y a les caméras derrière les buts. Maintenant, il y a les caméras au-dessus des buts. C'est déjà été un progrès. Ça a été compliqué de l'avoir. On demande maintenant la caméra sur les lignes bleues. On voit que dans certaines ligues, même pas loin de chez nous, c'est tout à fait possible de le faire. On parle de mettre une petite caméra au-dessus de la ligne bleue pour qu'on puisse voir vraiment ce qui se passe à hauteur de la ligne bleue, avec toujours le risque d'avoir quelqu'un qui est entre le puck et la caméra, que ce soit un juge de ligne, un joueur, tout ça, c'est pas parfait. Peut-être aussi la caméra dans les buts, comme on a en finale notamment, qui est aussi une grosse aide. Peut-être aussi plus de caméras, mais bon, après, il y a toujours le problème du coût.
de combien ça coûte, de combien ça revient, parce qu'il y a des caméras qui sont, David, si je ne me trompe pas, qui sont payées par MySports pour la diffusion, pour la production de l'image, mais il y a des caméras qui sont fixes et celles-là, elles sont payées par les clubs. Bien sûr, c'est ce qu'il faut faire la différence finalement, c'est que notre volonté, elle est peut-être aussi d'avoir le maximum de technologie possible à disposition pour pouvoir tout simplement avoir le meilleur championnat possible, puis prendre les bonnes décisions, aider les arbitres aussi, mais c'est pas que de notre ressort non plus à MySports, c'est ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les discussions qu'il faut avoir avec la Ligue aussi, et que la Ligue soit ouverte à ça. Il y a des discussions dans certains journaux qui reviennent aujourd'hui, d'ailleurs dans un journal alémanique de boulevard qu'on connaît bien, des discussions qui sont revenues toutes ces dernières années finalement, mais il faut que le feu vert vienne de la National League, en fait, qu'on autorise ça et qu'on mette de façon uniforme les caméras au même endroit partout dans les patinoires, comme ça a été fait au plafond. On a vu que pour avoir la caméra depuis dessus, ça a pris un petit temps, mais que ça a réussi et que ça apporte quand même une plus-value. Et que les gens aujourd'hui l'apprécient, et puis surtout on la voit souvent aussi à la réalisation, puisque c'est toujours un angle de vue très intéressant. Jérôme, toi qui es souvent en patinoire aussi, c'est les réalisateurs des matchs, ils en profitent de cette caméra finalement qui a été réclamée très longtemps, notamment par Stéphane. Et finalement, aujourd'hui, c'est un outil vraiment en plus. Bon, on va aller dans le chat un petit peu, Jérôme, avant de revenir vers toi. Il y a Simon Mézitrano, je crois, qui rigole un petit peu. Il dit que les jeux vidéo e-sports font un tort monstre aux arbitres parce que dans les jeux, ils ne font jamais d'erreurs et que les jeunes, du coup, sont moins tolérants aux erreurs arbitrales. Alors, c'est pas tout à fait vrai, Simon, je suis pas d'accord avec toi, parce que dans les jeux e-sport, on peut avoir le coach challenge pour obstruction sur le gardien. Donc, ça veut dire qu'il y a quand même parfois une petite erreur, puisqu'on peut gagner les challenges pour obstruction sur le gardien. Après, c'est une petite boutade. Il y a aussi Sébastien Cher, si je retrouve, qui dit que quand la NHL, la KHL vient en Suisse, il n'y a pas de problème pour installer tout le matériel qu'ils ont à disposition, mais comme on dit, c'est aussi la position finalement de Denis Vaucher qui doit aussi mettre tout ça à disposition, le mode de fonctionnement des personnes en plus, parce qu'il faut aussi ça, et puis aussi un petit peu sortir un peu plus d'argent peut-être. C'est tout ça se recoupe finalement pour qu'on puisse avoir les meilleures décisions sur la glace. C'est un peu ce qui ressort de l'article, donc c'est dans le BIC qui est alémanique aujourd'hui, donc je pense que notre confrère Grégory Beau fera une traduction dans pas longtemps pour ceux qui ne lisent pas l'allemand. Il parlait de ça, il parle du coût, il parle de la volonté des clubs aussi, et puis du fait que ça ne viendrait pas avant 2023-2024 si il y avait le cas, parce qu'en fait il parle de la Situation Room, qui est donc un lieu où il y a quelqu'un qui regarde les matchs, qui prend des décisions à distance. C'est ce qui se passe en NHL notamment. Et Jérôme, je te laisse. Non, mais ce qu'il faut voir, c'est combien ça coûte pour combien de cas. Là, on a 2 cas samedi soir. Alors, il y a un cas qui est très embêtant parce que c'est le but en prolongation qui donne la victoire à Genève, mais finalement, ça fait qu'un point de différence, parce que si ce but est pas validé et que Bienne gagne ensuite, par exemple, ça ferait que 2 points au lieu de 1, puis 1 point au lieu de 2, donc c'est pas bien grave. Le but à Lausanne, on passe de 3-0 à 3-1. Alors je comprends que ça soit embêtant pour Bolshauser, qui n'a pas de blanchissage, que pour la confiance du Lausanne Hockey Club, qui n'est pas bien s'étend, ça aurait été mieux d'avoir un blanchissage que de prendre un but. Mais ce cas-là, il n'est pas embêtant. Le jour où on a une décision sur une prolongation du 7e match de la finale des playoffs, là, ça va peut-être pousser les clubs à mettre des caméras sur les lignes bleues. Mais c'est aussi comme ça dans notre société. J'ai l'impression qu'on attend toujours qu'il y ait un cas extrême pour faire bouger les choses. Alors, est-ce que là, qu'en saison régulière, c'est plus facile, forcément, mais je crois que c'est Pierre Richon qui dit qu'il faudrait peut-être mettre une caméra dans le puck, carrément. Ouais, un traceur, en tout cas, peut-être. Le traceur avait été essayé par une chaîne américaine dans les années 90. Je crois que c'est Fox qui avait fait ça. Ils avaient testé en mettant une puce dans les pucks, mais au final, la puce, elle subissait énormément de dommages, parce que les pucks vont quand même ultra vite. Les joueurs sont pas délicats avec les pucks. Je sais pas si vous avez déjà vu des pucks qui sont beaucoup usés. Il y a des morceaux qui manquent. Dans certains, c'est assez impressionnant. Voilà. Après, pour une fois, j'ai envie de dire, si on reprend l'article du Blick, il y a l'avis d'Andreas Fischer, donc le chef des arbitres, qui dit que ce serait souhaitable d'avoir une situation room, donc d'avoir quelqu'un d'autre qui peut regarder les images et prendre une décision, parce que ça va aussi réduire le temps d'attente. C'est aussi ça l'idée derrière tout ça, et ça va être testé à la Coupe Spengler cette année. Ce qui n'est pas une mauvaise idée. Ce qui n'est pas une mauvaise idée. Bon, il n'y a qu'un seul match à la fois, mais ce n'est pas une mauvaise idée. Autant utiliser ce tournoi-là pour faire des tests et puis se dire, finalement, ça a bien marché à la Coupe Spengler,
on va... Je crois que Pascal, tu es positif à ça, je suis positif. Jérôme, tu vois pas d'un mauvais œil non plus qu'on puisse avoir des décisions qui sont prises et pour décharger les arbitres aussi finalement de personnes à l'extérieur qui ont peut-être plus de ralenti et plus de facilité à les revoir. Ah ben moi, je suis pour que ça soit juste. Donc, que ça soit les arbitres ou quelqu'un d'autre qui prend la bonne décision, ça, c'est égal. Après, pour les hors-jeux, je me souviens d'un match où c'était le staff de l'équipe, parce qu'ils filmaient le match avec un iPad, qui était décalé par rapport à la vraie caméra que les arbitres voient. Et en fait, sur la tablette, ils voyaient clairement qu'il y avait hors-jeu. Mais les arbitres, ils n'ont pas eu accès à l'image de la tablette. Ils ont eu accès à l'image de la caméra. C'était la saison dernière où il y a 2 saisons. Et sur la tablette, en fait, quand on passait l'image au ralenti, on voyait clairement qu'il y avait hors-jeu. Mais sur l'image du match, on ne voyait pas. Donc c'est ça aussi qui est un petit peu embêtant. Parce que suivant où on est placé dans la patinoire, bah pour nous, le hors-jeu, il est clair. Mais les arbitres, bah, ils n'ont que les images de la production. Moi, C'est ça qui est parfois compliqué. J'aime beaucoup les abonnés qui nous suivent, qui réagissent dans le chat. Parce Oui, disent, je vois que ça défile. Mais ça défile pas mal. Il y en a des qui disent on n'arrête pas d'avancer avec la technologie, mais finalement, eh bien, on n'arrive pas à progresser. On doit faire confiance à l'humain. Il y en a un autre qui va dans le même sens et qui dit demandez aux joueurs s'il était hors jeu. J'aime bien celle-là. Celle-là tout à fait. Les joueurs sont tout à fait honnêtes là-dessus. Elle est pas mal aussi. Et puis, il y a Giuseppe Savarino, là, celle-là, je l'aime aussi particulièrement, qui dit enlevez les caméras sur le banc de pénalité pour les mettre à la bleue. C'est vrai, ça les déplace pas de beaucoup finalement. Non, ça les déplace pas de beaucoup. Non, mais alors ça, bah voilà, typiquement, c'est l'exemple d'une caméra qui a été installée par un club pour montrer ses sponsors et pas montrer les joueurs sur le banc, hein, soyons très honnêtes. Ah bon pour montrer le sponsor qui est sur le banc de pénalité et une caméra qui est mise à disposition pour la production. C'est aussi quelque chose de plus sympa parce qu'on n'a pas toujours une caméra qui permet de filmer les joueurs sur les bancs de pénalité. Parce qu'il y avait eu, dans quelques patinoires où les caméras ne pouvaient pas filmer les bancs de joueurs, des caméras qui avaient été mises qu'on appelle des reverse, des caméras qui sont donc dans l'angle opposé. Et les spectateurs qui étaient derrière râlaient parce qu'ils avaient la vue qui était obstruée par un caméraman et une grosse caméra. Donc voilà, c'est aussi la problématique. Hein. On parlait du juge vidéo. On va prendre un exemple qui n'est pas de hockey sur glace, mais la National Football League, donc le football américain aux États-Unis. Cette année, ils ont introduit dans leur équipe d'arbitres un juge vidéo qui prend les décisions, qui peut intervenir comme au rugby, comme le TMO au rugby, et donner des instructions à l'arbitre principal dans les 15 secondes après le coup de sifflet. Ça réduit la durée des matchs à peu près 15%. Bah, ça c'est sûr, mais il y a des bons exemples à prendre. Il faudra peut-être moins s'inspirer du foot où on a clairement encore des gros scandales, même après avoir vérifié à la vidéo de penalty sifflé, accordé ou pas, ou de hors-jeu pour l'orteil, le poil qu'il n'a pas pu s'épiler avant le match, de l'orteil du pied qui dépasse, mais ça c'est une autre question. On va aller de l'avant, on va parler des clubs romans. On va commencer la tournée des 5 clubs engagés ce week-end avec le Lausanne Hockey Club. Lausanne Hockey Club qui jouait contre le même adversaire ce week-end. D'abord, défaite contre Berne 3-2 et victoire contre ce même adversaire des Ours 3-1. Jérôme, c'était toi qui étais aux commandes de cette rencontre. Le Lausanne Hockey Club qui a d'abord mis fin à sa série de défaites, mais qui n'était pas si loin finalement de prétendre à gagner les 2 matchs. Oui, exactement. Vendredi, il y a l'ouverture du score du CP Berne, puis ensuite un Lausanne Hockey Club qui mène 2-1. Puis là, on s'est vraiment dit, ils ont peut-être fait le plus dur en retournant le match. Et puis depuis le 2-1, il ne s'est plus passé grand-chose du côté du Lausanne Hockey Club. Ils ont donné énormément de puck au CP Berne en zone neutre. Un CP Berne qui a profité vraiment des erreurs lausannoises pour aller gagner le match. Lausanne qui a eu un grand Luca Boltzhauser vendredi soir, qui a retardé l'échéance, retardé, parce qu'après 2 tiers, ça pouvait très bien, au lieu d'être 2-2, être 4-2, voire 5-2 pour le CP Berne. Il y a même Christophe Berchi, à un moment donné, qui fait un arrêt du pied parce que Boltzhauser n'est même plus dans la cage, tellement le puck a tourné vite dans la zone. Et puis samedi, on a vu un tout autre Lausanne Hockey Club qui a mis l'accent sur la défense, qui a joué de manière très simple. Les passes, ils n'ont pas pris de risques. Ils ont joué du hockey vraiment le plus simple possible. C'est eux, cette fois-ci, les Vaudois, qui ont profité des erreurs des Ours. Et puis ils sont allés gagner 3 points totalement mérités. Ils auraient mérité le blanchissage. Enfin, il n'a pas été pour 1 seconde. Mais franchement, ça a été un bon Lausanne Hockey Club. Et à la fin du match, j'ai interviewé Jason Fuchs qui me dit il faudrait peut-être prendre ce match-là comme référence pour la suite. C'est presque le moment, Jérôme, d'avoir un match référence alors qu'on approche de la mi-saison. C'est le moment, ouais.
Mais est-ce qu'ils faisaient un hockey trop compliqué? Est-ce qu'avec les joueurs qu'ils ont, je sais pas, il y a quelque chose qui jouait pas. En tout cas, samedi, ils ont fait du hockey, alors vraiment très simple, honnêtement, mais c'est pas méchant de dire ça. Du hockey simple, se dire que les passes, on prend pas de risques, on tente pas des immenses transversales. Parfois, on passait la ligne rouge et au lieu d'essayer de dribbler 3 joueurs adverses, eh ben, on met le puck au fond, on va changer, on se réorganise. Franchement, ça a été un Lausanne Hockey Club, c'était pas flamboyant, le spectacle n'était pas incroyable, mais ça a été efficace. Ils ont pris 3 points. Et puis maintenant, il ne faut pas oublier que Lausanne Hockey Club, ils sont dans cette lutte pour éviter la 10e place, mais pour peut-être aller chercher cette 6e place, parce qu'il n'y a que 10 points d'écart, si je ne me trompe pas, entre Zurich qui est 6e et Genève qui est 11e. Parce que je pense que le top 5, maintenant, il est un peu loin quand même pour le Lausanne Hockey Club. Ça ferait quand même énormément de points à reprendre à Bienne ou à Davos. Mais je pense que Lausanne, maintenant, il faut qu'il s'appuie vraiment sur ce match pour aller de l'avant. Si je résume un peu ce que tu nous dis, finalement, c'est que certaines équipes, puis on verra plus tard en parlant d'une autre équipe du bord du même lac, d'ailleurs, qu'on revient à un jeu simple à ce moment de la saison pour faire des points. Si je traduis un petit peu ce que tu nous dis, Jérôme, c'est clair que les spectateurs n'en ont peut-être pas pour leur argent, mais Lausanne, maintenant, doit vraiment chercher à stabiliser cet effectif qui était quand même amené pour être, on va dire, en haut du classement, avec des ambitions qu'on n'a pas pour l'instant. Donc on se dit... Revenons à la base, Pascal, pour performer, et on verra pour soigner les détails plus tard. Quitte à peut-être pas les soigner, parce que ça commence à fonctionner, puis qu'on commence à trouver quelque chose qui fonctionne comme ça. Au bout d'un moment, on va reprendre un grand philosophe du hockey sur glace qu'on connaît bien. C'est pas comment, c'est combien. L'idée, c'est de marquer des points, c'est d'aller chercher des victoires. Donc effectivement, si le jeu plus simple peut permettre à l'équipe d'aller chercher des points et d'aller se stabiliser ou se rapprocher de cette 6e place que tout le monde a envie d'accrocher, soyons honnêtes, tout le monde a envie d'être dans le top 6. Et voilà, tant mieux. Après, Jérôme, quand on a préparé cette émission, tu nous disais qu'il y a eu un brassage complet des lignes entre les 2 matchs. Est-ce que ça peut avoir une influence sur le jeu qui a été proposé par le LHC? Alors, il y a eu un brassage de lignes pour le match de vendredi à Berne, déjà, premièrement. Il y a eu un brassage de lignes pendant le match vendredi à Berne. Et puis encore eu un brassage de ligne pour le match de samedi. Donc on voit que John Foust, il cherche encore. Alors on est à la mi-saison, ça fait un petit peu bizarre de se dire ça. On cherche, mais je pense qu'il n'a pas le choix. Alors c'est clair que quand on est fan du Lausanne Hockey Club, on a envie de voir un Christophe Berchi traverser toute la patinoire. On a envie de voir un Jason Fuchs faire des gestes techniques dans les bandes. On a envie de voir un Sekac aller mettre des body checks et puis faire des passes lumineuses. Mais je pense que là, le but maintenant pour John Foust, c'est redonner confiance à ses joueurs, vraiment, qu'ils aient des automatismes, qu'ils sachent que ça passe, ça passe pas, il faut arrêter. Et puis, est-ce que ce brassage de lignes a une influence sur les résultats? J'ai envie de dire oui, puisqu'il change ses lignes et puis Lausanne gagne. Donc maintenant, il faudra voir pour le prochain match du LHC, un LHC qui joue 2 fois à Joie cette semaine et qui joue Davos. Donc là, j'ai envie de dire pour Lausanne, ils n'ont pas tellement de droit à l'erreur. Il faut faire des points. Donc est-ce que Foust va encore changer ses lignes ou pas? Là, il reste sur une victoire. Donc logiquement, pour le match de mardi, il ne devrait pas changer ses lignes. Mais si Damien Ria revient au jeu, il devra changer ses lignes. Quand il y aura le retour de Kennins, il devra aussi changer ses lignes. Donc, à voir comment il va faire. Bon, il y a du monde qui réagit dans le chat. Il y a Simon qui dit qu'ils ont un effectif, mais pas encore un collectif. Ce qui est finalement, Simon veut provoquer les fans lausannois, là. Ouais, mais dans le fond, il faut dire, le collectif, il peut être là et tout, mais ils doivent le soigner, on va dire, et l'améliorer. Il y a une question, peut-être, Jérôme, qui pourrait te revenir. Si John Foust avait perdu ses 2 matchs ce week-end, est-ce qu'il était en danger? Voilà. Un entraîneur est toujours en danger. Non, tu vas rentrer dans les citations littéraires. Non, un entraîneur est toujours en danger. Après, il faut voir. Est-ce que les défaites, c'est de la faute de l'entraîneur? Est-ce que la tactique est mal mise en place? Je ne pense pas. Est-ce que c'est de la faute de l'entraîneur si les joueurs ratent leur passe? Je ne pense pas. Mais après, c'est plus facile de changer un entraîneur que 20 joueurs. Ça, c'est toujours la même chose. Et puis, on a dit la même chose avec Patémon. On a dit, est-ce que c'est la faute de Patémon si Genève en est là? On a tous dit non, et puis finalement, on a remplacé Patémon par Yann Cadieux. Donc moi, je pense qu'un entraîneur, il est toujours sur un siège éjectable. Il y a Ludovic qui demande, Pascal, est-ce que Lausanne peut éviter autre chose que les pré-playoffs, finalement, dans la situation dans laquelle il se trouve maintenant? Ça devient compliqué au niveau du classement d'aller chercher autre chose que les pré-playoffs. Maintenant, il y a un top 5 qui se dégage assez nettement. Voilà, et il faut pas se décourager de la part du côté des supporters du LHC et de la part des joueurs du LHC.
en se disant que non, maintenant le top 6 est hors d'attente. Mais clairement, l'objectif premier, c'est de rester dans cette zone ventre mou du classement, même s'il a un petit peu descendu ce ventre mou maintenant. Ouais, il a tendance à descendre le ventre. Il a tendance à descendre le ventre, Bon, ils sont 8e, hein, Lausanne. Ils sont 8e, voilà. Ils sont 8e, ils ont 2 matchs de plus que Zurich et 6 points de moins. Donc, Et ils ont 2 matchs de plus. Voilà. Oui, ils ont 2 matchs de plus, évidemment. Ou plutôt Zurich a 2 matchs de moins, mais Zurich doit déjà gagner ces 2 matchs voilà. pour se protéger. Et puis, voilà, on n'est pas sûr à 100% que Zurich va déjà les gagner. Parce que Zurich, c'est pas non plus un foot de guerre en ce moment. Voilà, c'est... Les pré-playoffs, ils vont pas... À mon avis, ils y seront. À moins d'une grosse catastrophe, genre Bolshauser se blesse également. Et puis, Garnat en défense se blesse. Ça commence à faire beaucoup. Ça commencera à faire beaucoup. Voilà, soyons honnêtes. Ou Berchi se blesse et puis voilà, tu perds ton leader offensif. Il va y avoir des. Il y aura beaucoup de prétendants pour cette fameuse 6e place, voilà, je crois. Parce que... Je disais tout à l'heure, il y a beaucoup de monde pour un top 6. Ils sont 6 là, je pense, à lutter pour cette 6e place, ouais. Entre Zurich et Genève, je pense que sans être méchant contre Ajoie et Langnau, mais même la 10e place, là, ça va être compliqué. Mais pour la 6e place, ils sont 6. C'est ce que dit Ludovic. Donc, je vois son commentaire, le top 5 impossible à l'heure actuelle, mais la 6e place va se jouer. David, il faut que tu continues parce que moi j'ai perdu le commentaire. Attends, parce que ça passe vite finalement. Elle va se jouer dans les dernières journées à son humble avis. Voilà. Mais tant mieux si ça se joue dans la dernière journée. On attend que ça, nous, au spectacle, évidemment. Oui. Puis j'ai vu qu'il y avait une autre question qui était intéressante sur une rivalité entre les Lions. Oui, est-ce que maintenant on pourrait voir une rivalité entre les Lions lausannois et les Lions zurichois à l'avenir ? C'est une question d'Ismax. On l'a déjà vu sur la glace, non, la dernière fois ? Ouais, je crois qu'elle a commencé, elle a bien commencé la saison passée. Je sais pas, que vous soyez supporter lausannois ou zurichois ou autre, si vous avez peut-être envie d'aller voir le prochain choc entre les deux équipes, ça pourrait être peut-être plus pimenté que artistique sur la glace. Quoique, ça peut donner quelque chose. C'est le 10 décembre, il me semble. Ouais, je crois que c'est ça, ouais. Et donc, réservez vos billets pour aller voir ce match. Bon, il n'y aura pas Barberio, par contre. Donc, il n'y aura peut-être pas de mauvais gestes de la part d'un Lausannois, mais qui sait dans quel état seront les Zurichois. Ou si de nouveau, on aura le Grönborg Show à la fin du match. Alors, on va pas remuer ce qu'on a largement parlé quand même la semaine dernière. Ouais, je pense qu'on a fait un peu le tour au niveau du Lausanne Hockey Club. Je ne sais pas, David, si on a encore quelques commentaires qu'il faudrait répondre sur le LHC. Non, écoute, il y a Simon qui continue son petit festival là. Alors, on sait pour quelle équipe il y a aussi Simon, donc on va pas relever ça. On doit apporter des casques pour se protéger des griffes des deux coachs, nous dit Vladi finalement. Là, il y a un joli commentaire de Simon qui dit comme que c'est Zurich et l'autre équipe qui carbure au négatif. Ça, c'est pas faux. Voilà, ça, c'est pas faux. C'est un peu la déception. Et on va terminer sur ces Lions-là en ayant parlé des Lions lausannois, puis on va passer au Genève Servette Hockey Club. Un Genève Servette Hockey Club qui n'est pas forcément le plus beau au niveau du style, mais actuellement c'est efficace. Yann Cadieux a fait 6 points en 3 matchs, avec notamment cette victoire de 1 en prolongation samedi contre Bienne. L'infirmerie également se vide, puisque retour de Rod, retour de Desclous. Il y a Chanton également qui joue avec Langenthal depuis une dizaine de jours maintenant pour prendre le rythme et peut-être venir gratter une place en défense. Ça veut dire qu'il ne reste plus que Mercier et Miranda à l'infirmerie à Genève, dans les joueurs réguliers. Et puis surtout, il y a Henrik Temernes qui a dit chez un de nos confrères que ça faisait du bien d'entendre une nouvelle voix en parlant de Cadieux, forcément après le licenciement de Patémon. C'est pas tout faux. En tout cas, c'est ce qu'on voit dans la réaction de Genève Servette, qui fait 6 points en 3 matchs, qui met donc des points importants au show après le début de saison complètement raté qu'ils ont eu. Et finalement, à Yann Cadieux, on ne peut pas lui enlever le mérite que réaction il y a eu, en tout cas au niveau des résultats sportifs. Après, pour le jeu, pour autre chose, on va y passer dans un deuxième temps. Il doit être déjà, à mon avis, assez d'incendie en ce moment pour ramener certains joueurs à leur vrai niveau, pour insérer ceux qui reviennent de blessures, qui ont besoin peut-être un petit peu de temps aussi pour retrouver la forme. On a vu à Tanner Richard, d'ailleurs, on a diffusé un homemade hier sur les raisons de la nature de son absence et de sa longue indisponibilité qui lui a quand même presque empêché de jouer au hockey sur glace à un moment donné. Si vous ne l'avez pas vu, regardez-le en replay, ça vaut la peine. Et
il y avait tout ça. Il faut faire des choix parmi les étrangers aussi. Et pour l'instant, Yann Cadieux a les résultats, pas encore la manière. Mais est-ce que finalement, on ne compare pas Lausanne et Genève qui en ce moment reviennent à un jeu simple et un jeu efficace, Jérôme, pour avoir des résultats finalement? David, tu seras plus très le bienvenu à la Vodos Arena Auvergne avec ton dernier commentaire. Est-ce que c'est pas la vérité finalement? Oui, non, mais oui. Ah, je sais pas. Non, mais oui, il faut revenir à un jeu simple, tout à fait. On va laisser Est-ce qu'un changement de coach, qu'on remet pas forcément en cause, Patrick Aymon, qu'on choisit finalement de se séparer pour mettre son assistant, qui avait un peu la même vision, oui, il va apporter des changements, il a son vision du jeu qu'il a envie d'implémenter, mais est-ce qu'il arrive à le faire dans l'immédiat là? C'est quand même un petit peu court et juste. Alors il peut peut-être essayer de changer tout sa façon de jouer au hockey sur glace et que ça va peut-être pas fonctionner sur la glace, ou alors il se dit on continue puis on modifie chaque fois un petit truc en plus pour finalement être en rendez-vous en pré-playoff ou en playoff, quelle que soit la place de Genève Servette à la fin. Donc voilà. Jérôme, vas-y, je te laisse la parole parce que je crois qu'on vient de me retirer l'accréditation apparemment. Non, mais tu sais, qu'on soit en sport ou pas en sport, quand quelque chose va mal, il faut revenir au plus simple. Pour pas dévoiler de secret, j'ai fait le longtemps deuxième du qu'on va tennis. retirer l'accréditation, je crois. Non, mais j'ai fait longtemps du tennis sans parler sans dire de secret. Quand t'es pas en confiance, on m'a toujours dit, vas-y, tu fais passer la balle 1,50 m, 2 mètres au-dessus du filet, t'essayes de la mettre dedans tranquillement, et puis au fil des points, au fil des jeux, tu vas retenter des choses un peu plus compliquées. Et au hockey, c'est la même chose. À Genève, on n'est pas en confiance. On est sous la barre, on n'est pas dans le top 10. Donc forcément, les joueurs sont pas en confiance. Ils ont une grande pression parce que l'année passée, ils ont fait finaliste. Donc, tu changes d'entraîneur, ça c'est une chose. Et maintenant, il faut redonner cette confiance aux joueurs. Si tu dis aux joueurs, tous vos buts, vous devez les mettre avec la canne entre les jambes, eh ben, ça ne va pas fonctionner. Hein. Par contre, si tu dis aux joueurs, vous entrez dans la zone, vous vous tirez, vous essayez, eh ben, ils vont reprendre confiance, ils vont voir que les gestes simples vont fonctionner. Et puis, si tes gestes simples fonctionnent, tu pourras tenter des choses un peu plus dures. Moi, je pense que c'est comme ça. Et toutes les équipes qui sont mal, que ce soit dans n'importe quel sport, quand ils changent d'entraîneur, ils recommencent par un jeu simple. Ouais, parce qu'on a l'impression que certains leaders veulent des fois porter toutes les responsabilités sur leurs épaules puis y aller tête baissée en défense arrière, alors que c'est quand même un sport collectif avant tout, et puis qu'il faut ressouder tout ça avec les retours de Roth, que les retours de Desclous, que les retours des autres blessés et de certains leaders qui peuvent se réveiller aussi, bon, on va faire du bien forcément. Ouais, c'est tout à fait ça. Hein. Maintenant, après le changement d'entraîneur, le puck, sans mauvais jeu de mots, il est sur la palette des joueurs. Maintenant, c'est aux joueurs de faire le job. Hein, clairement, et on en a parlé, il me semble, quand on a évoqué le licenciement de Patémon il y a 2 semaines. Hein, au bout d'un moment, c'est aussi les joueurs qui doivent faire le boulot. Donc, l'entraîneur est plus là, c'est plus la faute de l'entraîneur. Maintenant, c'est les joueurs. Et pour l'instant, ils répondent présent. Yann Cadieux avait promis de réduire le temps de jeu de certains étrangers. Pour les 3 matchs, pour l'instant, il n'y a pas eu de différence. Il y a eu des prolongations. Ça n'aide pas pour le temps de jeu de certains, mais on n'est pas encore aux prolongations de play-off où ça joue 20 minutes sans interruption. Là, on parle de prolongation de 5 minutes, donc il y a quand même encore du progrès à faire. On a beaucoup critiqué De Vos en début de saison. Enfin, la gestion du temps de jeu de Vos en début de saison. On va pas critiquer De Vos là-dessus, en disant qu'il fallait faire attention parce que sur la longueur, les joueurs se fatiguent aussi. Hein, la récupération elle est plus compliquée. On a vu aussi en finale l'année passée que Tom Ernest a un peu tiré la langue. C'est pas une critique vis-à-vis de lui. Il était juste, au bout d'un moment, il avait plus d'essence dans le réservoir et forcément ça devient compliqué. C'est ce que dit quelqu'un dans le chat, que Tom Ernest continue de les protéger finalement. Exactement. Il me semble que c'est un commentaire de Simon qui dit ça. Donc, pour l'instant, je lève tout du bois parce que Tom Ernest n'est pas blessé. C'est Winnick actuellement qui en paye les pots, cassés, puisque c'est lui qui a joué lors de la défaite contre Zou, mais qui n'a pas joué lors des 2 victoires. Donc au final, est-ce que... Là, c'est la question que je voulais te poser, Jérôme. Finalement, Yann Cadieux maintenant à l'embarras du choix avec ses étrangers. Comment faire pour bien faire? Comment faire pour bien faire? Vous avez 4 heures. Être développement conclusion. Il a plus d'étrangers que ce qu'il peut mettre sur la feuille de match, donc tant mieux pour lui. Il peut jouer à un défenseur, 3 attaquants, il peut jouer 2 et 2, ça va aussi peut-être changer si tu joues à Genève ou si tu joues à l'extérieur, ça dépend contre qui tu joues, ça dépend des résultats que tu viens de faire, mais j'aimerais revenir sur ce que tu as dit, David, où tu dis qu'il y a les leaders, parfois, ils prennent le jeu en main et puis ils essayent d'y aller tout seuls. Mais je ne pense pas que tu peux leur en vouloir.
Parce que si tu essayes de faire des passes, puis que tu vois que tes passes, elles n'arrivent pas, ou celui à qui tu donnes le puck, il n'est pas en confiance, puis il manque son contrôle, bah, au bon moment, tu te dis, OK, je suis le leader de l'équipe, je vais y aller. Et puis, tu essayes de traverser la patinoire, tu essayes d'en faire un peu plus. Alors, au niveau de l'attitude, tu ne peux pas en vouloir aux joueurs. Par contre, ça marche rarement, malheureusement. Donc, c'est toujours très compliqué. Parce qu'on te dit que tu es un leader, donc c'est à toi de tirer en avant l'équipe. Mais si tu le fais trop, ça pénalise l'équipe. Ouais, J'ai l'impression un peu trouver le juge milieu, quoi. Que Tom Ernest, tu le touches pas. Que non, Phil Tom Ernest, tu le touches pas. A pu être peut-être déjà placé, mais pour l'instant, c'est Winnick qui est surnuméraire. Donc si ça joue entre Pouliot, Winnick et Vatanen. Donc c'est plutôt le choix en fonction de l'adversaire si tu veux jouer à 2 derrière. Ouais, puis ou Pouliot, pas. il a fait 2 bons matchs. Pouliot revient à une bonne forme aussi. Donc, voilà. Ce que dit aussi Ludovic dans le chat, c'est que les étrangers performent. C'est pas vraiment le problème. C'est plutôt qu'on voit trop peu les joueurs suisses qui sont censés être dominants. Bah, je pense, tu parlais de Tanner Richard tout à l'heure, David. Je pense qu'il faut qu'il retrouve la game shape, le rythme de jeu de match. Dans le lot aussi parce que Rod a marqué ce week-end, mais avec ses blessures, il n'a pas beaucoup joué. Puis il faudra peut-être encore quelques matchs pour être vraiment à 110% comme il le fait tout le temps sur la glace. Voilà. Après, il y a des joueurs qu'on a vus un petit peu moins, et je pense à Carrère et le Coultre en défense, mais eux, ils subissent, entre guillemets, le temps de jeu de Tom Ernest, le temps de jeu de Vatanen aussi, sous Patémon, le fait qu'ils ont commencé la saison, leur préparation en fait, lors du premier match de la saison avec leurs blessures. Voilà, c'est aussi certaines choses qui se sont passées qui ont fait qu'il y a peut-être eu aussi cette perte de confiance dans leurs propres moyens aussi, tout simplement, comme le disait Ludovic, de dormir un petit peu, il me semble. Ils se sont un petit peu reposés sur les autres. Après, parce que je vois le message de Simon qui nous dit Desclous est ordinaire, donc voilà. Il y a la problématique du gardien. Effectivement, Gauthier Desclous n'est pas statistiquement impressionnant. Il fait moins des gros arrêts aussi, pour contredire un petit peu ce que disait Sébastien Beaulieu, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les chiffres qui sont importants pour lui. Et derrière, la problématique, c'est Chianov n'a pas d'expérience au niveau professionnel, quasiment pas d'expérience au niveau professionnel. Charlin n'a pas donné des conforts, il me semble qu'il s'est blessé avec Langenthal ce week-end, donc à voir. Il y a Tsurkirchen qui peut toujours être Kirchen, mais si Cloton a besoin de lui, Cloton va gentiment envoyer péter Marc Cauchy. Il y a aussi cette rumeur qui dit que Mayer pourrait revenir à Genève parce que cette valse finalement des places de gardien, on en aura une discussion sur nos ondes dans nos prochains studios prochainement. Il y a quand même pas mal de places ouvertes encore là-dessus et qu'un retour de Robert Mayer à Genève, plus finalement utopique que ça. Ça dépend tout comment la solution sera trouvée avec Davos, puisque Mayer est sous contrat jusqu'en 2025 avec Davos. Ouais. 2025 de tête. Il y a une remarque pour toi, Jérôme, finalement, parce que je sais que tu connais bien le joueur. C'est Ismax qui dit que la prolongation de Berton, ça c'est par contre une très bonne nouvelle. Prolongation de Berton, oui, c'est une bonne nouvelle pour lui, déjà. Et puis, il fait du super boulot dans le 4e bloc. C'est un joueur de 4e bloc à Genève depuis pas mal d'années maintenant. Il était déjà avant de partir de Genève pour aller à Bienne et Ambry, puis quand il est revenu, il est toujours dans ce rôle-là. Voilà, et c'est un rôle qui lui va bien. Moi, je trouve qu'il fait son job en 4e bloc. S'il y a des gens qui prennent 10 minutes ou des mecs match, il peut monter de bloc aussi. Mais c'est un rôle qui lui va comme un gant. Donc, je suis content qu'il continue l'aventure à Genève. Et je crois que les joueurs à Genève aussi sont assez contents de pouvoir compter sur lui encore 2 saisons. Allez voir la petite vidéo, même si vous n'êtes pas fan de Genève, que Genève a faite pour annoncer sa prolongation, où c'est ses coéquipiers qui parlent de lui et ils sont dithyrambiques sur Elliot Berton, que ce soit sur la glace. En plus d'être un joueur de rôle qui ne triche jamais sur la glace, je crois que dans le vestiaire, Pascal, tu as aussi connu un petit peu ça avec lui. C'est pas le plus discret, non Non, c'est quelqu'un qui aime bien s'amuser. On va dire ça comme ça. C'est très bien dit. Test important, Jérôme, pour Genève demain, c'est à Lugano qui sont attendus. Lugano qui va mieux, lui aussi, depuis qu'il a récupéré tous ses joueurs blessés. Donc ça peut être un match très intéressant entre 2 équipes qui ont besoin de points. Oui, puis semaine, parce qu'après Lugano, si je ne me trompe pas, c'est contre Rapperswil et Bienne pour Genève. Donc on va voir vraiment cette semaine quel est le niveau de Genève et puis quels sont les changements apportés par Yann Cadieux. Est-ce que ça va fonctionner
ou non. Mais Genève, ils sont à la mi-saison, là. Ils ont 26 matchs, ils ont 29 points. Est-ce qu'ils peuvent faire pire? Je pense pas. Donc, pour moi, Genève va finir dans le top 10. Je Et c'est pas pense, une équipe qu'on a honnêtement. envie de rencontrer plus tard dans la saison. C'est toujours ce qu'on dit. Non. Hein. Par contre, aller chercher le top 6, ils ont quand même 10 points de retard sur Zurich. Ça peut le faire, hein, évidemment, si on enchaîne les victoires. Ça va être compliqué, mais comme tu l'as dit, David, j'ai pas envie de jouer Genève en pré-playoff. Hein. Alors, on se projette un petit peu loin quand même. Donc, voilà pour ce qu'on pouvait dire de l'actualité de Genève Servette. Un Genève Servette qui a joué ce week-end contre Bienne. Ça tombe bien. On vous en parle là tout de suite. Avec les Biennois qui ont bien fonctionné la semaine dernière, mais qui sont tombés quand même sur un os avec cette défaite contre Genève en prolongation 2-1. Il y avait 2 victoires juste avant. Pascal, c'est des Ceylandais qui montrent quand même pas mal de caractère cette saison. Il y a des matchs compliqués, c'est moins flamboyant qu'en début de saison où tout allait super bien et qu'on a l'impression que le jeu était trop facile. On rentre un petit peu dans le rang, mais on trouve des solutions au match. Contre Genève, c'était pas facile, on va en prolongation. On gagne le match d'avant contre Ambry, dans un match qui était quand même compliqué. Oui, contre Ajoie, on va pas en parler mardi dernier, c'était un peu C'était peut-être la sortie qui a fait du bien à la tête après la défaite contre Zug. On se souvient la semaine passée, j'ai été pas mal critique envers le HC Bienne qui n'a pas utilisé le momentum des buts marqués en fin de tiers dans les tiers suivants, puis qui n'a pas réussi à tenir le score de 4-3 pour s'incliner en 2 minutes face à Zouk. Au final, cette semaine, je pense que le match ce mardi, sans s'y être allé, ça a été... j'ai entendu le terme, je crois que c'est nos copains de Colfax qui ont utilisé galop d'entraînement pour ce match-là. Sans manquer de respect à Joie, c'est clairement ça a été ça. Et vendredi contre Ambry, ils mènent 2-0. Ils se prennent 2 buts pour revenir de la part d'Ambry, donc le très beau but de Macmillan qu'on vous a mis sur les réseaux sociaux. Et ensuite, en fin de match, ils trouvent la solution pour aller marquer ce 3-2. La même chose contre Genève, ils sont menés 1-0 quasiment 35 minutes. Ils marquent à la 45e minute, ils arrivent à égaliser. Ok, il y a eu ce but en prolongation, finalement, où ils n'ont pas pu aller chercher un deuxième point. Mais finalement... on retrouve aussi un petit peu, comme tu le dis, le caractère du HC Bienne qui nous a fait plaisir ces dernières années. Sous Tormenon. Sous Tormenon, ouais. Et on retrouve peut-être aussi un HC Bienne du début de saison. Moi, je me souviens du match, du premier derby bernois de la saison que j'avais commenté à Berne, où ils ont été menés tout le match. Ils gagnent en prolongation 4-3, alors que c'était très mal parti. Hein. Ils sont menés 2-0 après même pas 3 minutes de jeu. Donc on retrouve ce caractère biennois qui fait qu'ils abandonnent pas, qu'ils sont capables d'aller chercher sans être trop positifs non plus. Pas trop jouer avec le feu non plus, de se mettre toujours dans des scénarios improbables, parce que je crois que c'est un petit peu ce qui fait aussi la force, ce qu'on peut appeler des grandes équipes, puisque Bienne prouve quand même toutes ces dernières années qu'il peut jouer maintenant facilement une place ouvertement chaque année en demi-finale, en tout cas, que l'équipe se stabilisait avec les choix de Steinegger, Turmeinen qui est revenu et tout. Mais voilà, Jérôme, ce HC Bienne a quand même plus d'une arme dans son jeu pour pouvoir finalement se sortir des petits pièges qu'ils peuvent rencontrer en cours de match. J'ai l'impression qu'il y a les 3 lignes offensives, voire les 4 lignes offensives qui peuvent prendre à chaque match le relais. S'il y en a une qui ne fonctionne pas, c'est une autre qui va marquer. Là, contre Ambry, c'est Rofer qui marque le 3-2. Après, Bienne, ils ont une semaine, ils ont Ajoie, Ambry à la maison, ils font 6 points sur 6. Et puis ils vont encore faire 1 point à Genève. Je pense que le contrat, il est complètement rempli. Alors peut-être que Bienne voulait les 9 points, c'est possible. Mais quand tu fais 7 points sur une semaine comme ça, je pense que tu peux pas t'en vouloir. HC Bienne, on le rappelle, qui normalement devrait jouer avec 5 étrangers. Il joue qu'avec 3, voire 4 quand il y a Tretnes, parce que Salinen et Korpikowski sont encore blessés. Ils ont Kevin Fay qui est blessé en défense. Et puis il manque toujours Luca Ischier qui n'arrive pas à revenir depuis sa commotion. Donc ça fait quand même pas mal d'absents du côté du HC Bienne, mais quand on regarde les résultats, on n'a pas l'impression que ces joueurs y manquent vraiment. Donc je trouve que le HC Bienne s'en sort plutôt bien, toujours avec des jeunes. Il y avait Garessu, par exemple, qui a joué ce week-end. Il y a Schlepfer qui est maintenant devenu, j'ai envie de dire, un titulaire indiscutable. Alors je ne sais pas s'il sera encore dans l'alignement quand tout le monde va revenir, mais en tout cas là, il fait le job, il a ses minutes de jeu. Donc Bienne est là, il est dans le top 5 et puis il continue sa route. Il y a
deux questions qui se croisent finalement dans le chat. Il y a celle de Julien et de Vladi qui dit Julia dit Van Pottelberg au NHL la saison prochaine, votre avis? On va y répondre. Et bien, ne fait-il pas confiance à un Pope un peu moyen finalement pour Van Pottelberg? Je crois que c'est le cas avec Détroit, si je ne dis pas d'erreur, que c'est sa dernière année où il peut être rappelé en NHL, donc il y aurait en effet une fenêtre qui pourrait s'ouvrir, et que Martin Steinegger, Jérôme, tu nous disais ce matin, laisse quand même la porte ouverte qu'il aurait peut-être déjà une solution de prête si ça devait être le cas, que c'est peut-être un petit peu tôt. Est-ce que Van Pottelberg peut aller en NHL? Ça, je ne sais pas, mais on ne va pas compter en tout cas pour mettre Pope comme numéro 1 la saison prochaine. J'ai plus l'impression qu'Elian Pope va devoir aller chercher de l'emploi dans un autre club par rapport à la peu de communication à son sujet que fait le HC Bienne, et au peu de temps de jeu qu'il lui laisse finalement. Jérôme, je sais pas, toi qui suis quand même régulièrement Bienne, qu'est-ce que tu en dis? Van Pottelberg est le numéro 1, ça c'est clair et net. Pope est le numéro 2. Il n'a pas beaucoup joué. Alors, est-ce que c'est Van Pottelberg qui veut beaucoup de matchs pour rester dans le rythme? Est-ce que c'est Tormanen qui ne souhaite pas forcément faire jouer Pope? Ça, je ne sais pas. Mais comme tu l'as dit, effectivement, il y a une petite fenêtre d'ouverte pour Van Pottelberg cet été pour aller rejoindre Détroit. Alors, est-ce qu'il a envie d'y aller ou pas? Est-ce qu'il a le niveau pour jouer en NHL? Quand on voit le niveau des gardiens de NHL... Les camps d'entraînement, il va les faire. Ouais, Alors, ça c'est possible. Après, il est grand, Van Pottelberg. Donc ça, c'est sa grande force. Un très grand gardien qui prend beaucoup de place devant le but. Après, si j'étais à sa place, tu as une équipe de NHL qui te dit viens essayer. Moi, je pense que je traverse et puis je vais au moins essayer. Ouais. Alors, il y a deux choses. Effectivement, c'est la dernière année pour qu'il soit rappelé que. En fait, c'est surtout que Détroit ne perd pas les droits qu'ils ont sur lui pour le contrat d'entrée, le entry level. La deuxième chose, suivant comment ça se passe pour Bienne en fin de saison, il peut même être appelé après la saison, s'il n'est pas demandé par l'équipe de Suisse, pour aller peut-être faire les playoffs en AHL, pour pouvoir avoir pour pouvoir le tester à ce moment-là, faire des entraînements peut-être aussi avec les Devils directement, avec les Red Wings, pardon, directement, même si on sait que la politique des Red Wings, c'est plutôt d'envoyer les jeunes joueurs en AHL pour commencer et surtout se familiariser, tout ça. Après, pour Pope, je ne sais pas si c'est une question de confiance entre Tormanen et Pope. Il n'a pas donné satisfaction quand il a joué. Même le match à Lausanne qui joue où ils perdent 4-2, il a fait des erreurs. Lui-même s'en voulait de certaines erreurs qu'il a commises. Donc, ça, plus pour l'instant, aussi, ça l'aide pas non plus. Ça l'aide pas. Pour l'instant, c'est un peu comme Charlin à Genève. Il rassure pas quand il est devant la cage de son équipe, donc forcément il n'a pas la confiance de son coach, il n'a pas la confiance de ses défenseurs, je suis pas dans le vestiaire, donc ça je m'avance là-dessus avec prudence, on va dire. Est-ce qu'il a aussi la confiance de Stoney? Ça c'est une autre question. Après voilà, pour la saison prochaine, il y a l'augmentation du nombre d'étrangers pour toutes les équipes. Est-ce que Bienne ne serait pas une équipe qui de toute façon a les yeux sur un gardien étranger, que ce soit pour doubler à Van Pottelberg ou simplement pour remplacer J'ai Van presque Pottelberg. l'impression que si Stoney est comme ça, presque sûr de lui, c'est un petit peu ce qui pourrait se dessiner. Ou alors il a signé avec Joey Daccord, le gardien canado-suisse. Ou avec Boltzhauser, ou avec Pounenovs, ou avec Mayer. Non, pas Mayer. Est-ce que vous prendriez un gardien étranger pour être à côté de Van Pottelberg, alors que si vous mettez Van Pottelberg, ça vous grille l'essence finalement? Ou est-ce que vous prenez 3 gardiens, puis quand c'est Van Pottelberg qui joue, vous mettez le gardien étranger dans la tribune pour avoir 6 joueurs de champ étrangers? Bien à montrer au début de saison, alors qu'ils avaient la possibilité d'avoir 5 étrangers sur la glace, qu'ils n'avaient pas besoin de 5 étrangers. Avec un effectif qui va très peu changer l'année prochaine. Il y a très peu. En attaque, il n'y a que Kohler et Kessler qui n'ont pas de contrat pour l'année prochaine. Ça, c'est un vœu de Steinegger, de dire, OK, on peut aligner 5 étrangers, j'en prends 4. Et puis, au cours de la saison, je vais chercher un 5e, s'il en faut un, à l'endroit où j'en ai vraiment besoin. Que ce soit un défenseur, un ailier ou un centre ou un gardien. Est-ce qu'avec l'arrivée de Korpikoski, c'était vraiment... Apparemment, il en avait besoin d'un à l'infirmerie. Voilà. Désolé, je suis mauvaise langue, mais je l'assume celle-là aussi. Il y a Fabrice de Gobek qui donne son avis. JVP, donc Jürgen von Pottelberg, le niveau de la NHL est trop haut pour lui. Pas un gardien suisse qui a le niveau, donc peut-être pour lui qui resterait dans le championnat. Il y a Frédéric Kay qui fait un rapprochement tout lié de dire Pope
au HCA Joie, pourquoi pas d'ailleurs, c'est vrai, comme doublure de Tim Wolf dans un rôle de retour presque au bercail pour lui finalement. Ce serait un retour bercail pour lui, puisqu'il est jurassien, il était formé au HCA. C'est quelque chose. C'est presque trop facile la C'est connexion. presque trop facile. On en a déjà parlé la semaine passée en plus, il me semble. Ouais, pourquoi pas? Parce que le HCA, on sait que le budget, c'est pas non plus, il est pas extensible. Est-ce qu'on a envie de mettre beaucoup d'argent sur un deuxième gardien au HCA? Je suis pas sûr. Je suis pas sûr que ce qui se passe avec Östlund cette saison les rassure non plus de le voir. Bon, ils étaient au courant depuis le début de l'exercice. Bien sûr, hein, mais parce qu'ils n'ont pas trouvé d'autres solutions. Donc est-ce qu'ils n'ont pas envie de stabiliser ce poste-là et puis d'avoir leurs deux gardiens pour le futur? Quand on voit que ils sont actuellement la solution Rissanon qui je veux pas être méchant avec lui, mais c'est un gardien des U20 top. Hein. C'est le nouveau nom des juniors. Il est jeune. B. Il est jeune. Il n'a pas non plus. Il n'a pas demandé à être là. Il n'a pas demandé à être là. Lui, il est content. Il est content de pouvoir s'entraîner avec la première équipe et de pouvoir progresser comme ça. Mais si il est, il a quoi, 19 ans, 18-19 ans, il est en U20 top comme jeune gardien, c'est qu'il n'y a aucun club qui s'est dit celui-là il a un potentiel pour aller en National League et puis on va le prendre en U20 Elite pour le former. Donc c'est pour ça que je ne veux pas être méchant avec lui, mais il a des limitations pour qu'il soit encore à Ajoie comme junior. Mais bon, en tout cas, je pense que Bien est quand même très satisfait de Van Pottelberg parce que la succession de Jonas Hiller était de loin pas gagnée pour lui. On a été, nous, de notre côté, très critiques aussi vis-à-vis de lui. Mais c'est normal, je crois que ce qu'il avait montré avant, ça n'était pas bien passé avec Del Curto, il était reparti, il est revenu, il s'est stabilisé, il a vraiment grandi. C'est vraiment des gardiens maintenant qui, à sa place, assuré en National League, quelles que soient ses prochaines performances. Finalement, il a déjà prouvé. Après, la NHL, c'est peut-être encore un peu trop haut. C'est lui aussi qui fera son choix et sa décision. Il faudra qu'il fasse ses preuves aussi avec l'équipe nationale pour éventuellement traverser l'Atlantique. Messieurs, je vous propose qu'on avance et puis qu'on parte sur un autre club qui est dans le haut du tableau, à savoir Fribourg-Gotteron. Avec des Fribourgeois qui ont joué qu'un seul match ce week-end, c'était à Lugano. David, tu y étais d'ailleurs. Quel match avec ce 3-0 après 20 minutes, si je ne me trompe pas, qui était un petit peu un cadeau empoisonné pour les Dragons. Est-ce qu'ils méritaient de mener 3-0? Peut-être, puisque Lugano n'a pas forcément bien joué. Oui. Rien à redire sur le fait que Fribourg a profité du Black Friday, des soldes offerts par Lugano ce soir-là, comme je l'ai dit en match, parce qu'il y a tout qui était à moitié prix. Hein, donc la défense, elle était... On a l'impression que c'était les Ticino Rockets qui avaient joué le premier tiers. Je suis un peu sévère, mais alors là, je ne veux pas rentrer à la Corner Arena non plus. Donc finalement, si vous T'as me voyez... plus envie d'être en patinoire, toi. Enfin, voilà, mais non. Écoutez, ce que Fribourg a démontré dans le premier tiers, c'est exactement ce que Fribourg fait très bien depuis le début de la saison. C'est une organisation défensive parfaite, un gardien excellent, pour pas dire extraordinaire. On va pas trop le flatter parce qu'après on va le perdre, Reto Berra, mais voilà, ce qu'il fait c'est super. Et que devant, chaque opportunité qui se présente, ça avait déjà été le cas à Davos, c'est ça, le pire, c'est qu'à Davos, ils avaient subi 50 des 60 minutes les offensives du club grison, ils ont gagné 2-0. Et là, c'était un peu la même chose, sauf que Lugano n'était pas super intéressant offensivement, mais que chaque boulette était transformée en but. Il y a encore Motek à taper le poteau dans ce premier tiers, donc 3-0, pour moi, rien à dire. Mais après, comme tu dis, c'est un peu ce cadeau empoisonné, finalement, c'est que qu'est-ce que tu fais à 3-0 ? Tu as joué en Ligue des Champions. Tu es venu depuis Munich directement, à Lugano. Tu n'es pas rentré par Fribourg. Tu as Zurich ce soir. Tu es à Zurich demain. Tu as un match vendredi. Tu as un match samedi. Moi, je suis sûr qu'inconsciemment, même si Dubé ne l'aura peut-être pas dit, mais ils ont levé le pied de manière tout à fait compréhensible en disant de ce qu'on a montré depuis le début de la saison, on est capable de gérer cet avantage. On est assez solide à 3-0. Il n'y a personne qui nous remonte. Eh bien, ce n'était pas le cas d'un Lugano qui s'est retrouvé, puisque dans le vestiaire, avec l'équipement, le casque et tout, on n'a pas vu que les vrais joueurs sont revenus. Ils étaient en retard. On a vu un très bon Romain Leffel, vraiment, depuis son retour au jeu, le Neuchâtelois. On sait qu'on met l'accent sur les clubs romans, mais il faut quand même parler aussi des romans qui jouent dans les autres clubs aussi. Il a été éloigné des patinoires presque pendant 9 semaines, j'ai calculé. Et là, il tourne à quasiment son point par match. Et ce qu'il fait là dans le match, à un moment donné, il monte tout seul, il vient se heurter à Berra, et sur l'action d'après, il marque. C'est un très très bon retour. Voilà. Après, Fribourg a subi le jeu, c'est clair, ils n'y étaient pas. C'était un petit peu sauf qui peut par moment.
Mais on revient à ce qu'on disait sur Bienne, qui trouve toujours les solutions de gagner. C'est exactement ce qui arrive à Fribourg. Pénalité pour surnombre en prolongation. Ah, celle-là, elle est, à mon avis, difficilement acceptée par Christian Dubé. Ah, ça a été un petit peu contesté et tout ça. Jouer à 3 contre 4. Et c'est eux qui vont marquer un contre entre Desharnais et Marchand. Les supporters fribourgeois, là, on en a eu un petit peu pour leur cœur. Hein. Ils sont passés un peu par toutes les émotions. Mais voilà, c'est aussi ce qui fait la marque de cette équipe qui performe bien cette année. C'est que même quand elle est dominée, elle sait se reconcentrer sur ses vraies valeurs qui sont défensives cette année. Et puis devant, il y a toujours des fines gâchettes qui peuvent marquer. Alors, on va prendre le commentaire de Simon, juste avant Jérôme, puisqu'il a dit sortie mythique cette semaine. Il dit c'était 0-3, le mythique ACDC et baisse de tension du groupe. Et en parlant de Fribourg-Gotteron, et il enchaîne depuis 82, c'est l'histoire du club, cette histoire trop haut et après trop bas, douche écossaise. Voilà, Jérôme, à toi. Mais c'était déjà arrivé cette saison que Fribourg gagne 3-0 à l'extérieur, c'était à Bienne, et Bienne avait gagné 4-3 aux prolongations. Alors que là, Fribourg, c'est les Fribourgeois qui ont gagné aux prolongations. Alors, est-ce qu'ils n'ont pas appris de cette défaite à Bienne, tout à coup? Est-ce que les joueurs y ont pensé pendant le match? Je pense un peu, parce que quand tu gagnes 3-0 à l'extérieur, puis tu perds 4-3 aux prolongations, je pense que ça marque, même si c'est un match de saison régulière. Et peut-être que cette défaite à Bienne, finalement, a aidé Fribourg pour cette victoire à Lugano. Mais moi, je suis persuadé que Fribourg de l'année passée ou d'il y a 2 ans, en gagnant 3-0 après le premier tiers et en se faisant remonter 3-3 à la 45e, ils perdaient le match 5-3. Mais je suis assez d'accord avec toi parce que cette équipe a vraiment changé cette année. Ouais, l'esprit du collectif, l'esprit de vestiaire est toujours là à Fribourg. Hein. C'est des copains, on s'amuse bien, on sait déconner, on sait être sérieux aussi. Mais le nombre de joueurs qui se sont sacrifiés sur des block-shots adverses contre Lugano, je peux dire qu'il y a des bleus à soigner cette semaine. Hein. Benoît Yecker, c'est le premier venu. Je crois que sur une action, il en bloque 3. Il grimace, il se relève, il revient faire son job. Donc, on est aussi prêt à ce petit plus pour vraiment se sublimer et puis avoir les résultats que Fribourg a et mérite. Mais est-ce que c'est pas aussi, suite à la défaite en play-off contre Genève l'année passée, finalement, une prise de conscience du fait que bien jouer, c'est bien beau, mais le but c'est de gagner. Et d'aller justement se sacrifier, comme tu dis, avec l'exemple de Benoît Yecker qui bloque 3 tirs, finalement, ce sens du sacrifice qui manquait peut-être à Fribourg avec une équipe quasi identique, il n'est pas entré durant l'été dans les caboches des joueurs. Parce que après, il y a autre chose. Il faut dire que Fribourg est pas mal épargné par les blessures. Alors certes, ils ont un effectif limité. Là, il n'y a plus que, si je ne me trompe pas, Sponger et Bikoff qui sont à l'infirmerie, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Il y a le départ de Heron pour Hausener qui peut aussi avoir été un petit électrochoc en enlevant un élément qui faisait la tronche, qui boudait dans le vestiaire pour mettre un joueur qui a fin de glace. Donc voilà, peut-être. Après, c'est vrai que dans le chat, on parle beaucoup, c'est bien beau d'être premier, de se faire éliminer après facilement en play-off. Et si finalement Fribourg n'avait pas changé, cette saison est en train de bâtir ce qui pourrait faire sa force aussi plus tard dans la saison. Alors oui, c'est une équipe, quand elle est bousculée, a encore de la peine, et ça s'est vu en Ligue des Champions contre Munich, justement, où ils ont été éliminés, et parce que Munich a aussi bien brassé et déplacé les Fribourgeois. Donc il y a encore du travail. Mais je trouve que l'équipe va vraiment dans la bonne direction. Est-ce que finalement, même si Dubé avait dit que la Ligue des Champions c'était un objectif, ils n'ont pas, après le premier match perdu contre Munich, se sont dit finalement, est-ce que ça vaut pas la peine de perdre de l'énergie dans... Je suis pas sûr parce qu'à 2-0 quand ils gagnaient à Munich et tout ça, ils y ont cru. Mais le problème c'est qu'à Munich, il y allait sans certains joueurs. Il a tourné à 3 lignes offensives qui ne pouvaient pas faire jouer Hausener qui n'était pas qualifié pour la Ligue des Champions et que ça a fatigué forcément face au leader de DEL aussi. C'est pas n'importe qui aussi Munich, hein, c'est pas ce qu'on veut dire. Il y a je crois que Simon ou je sais plus qui nous disait qu'ils ont bâclé la CHL, mais je suis pas si sûr que ça. Hein. Après le premier tour qu'ils ont fait parfait, je pense qu'ils avaient quand même envie de jouer leurs cartes. Maintenant, non, après, je pense ils vont pouvoir se focuser pleinement sur le championnat. Après, puisqu'on parle de la CHL, je pense qu'il y a quelque chose qu'il faut aussi que en Suisse on prenne conscience, c'est que les équipes allemandes, surtout celles du haut de classement, sont au niveau de la National League. On le voit avec Munich, on l'a vu. Munich a fait la finale de la Champions League. Hein, ne pas oublier ça. Il y a 2 ans ou 3 ans, je sais plus. Mais c'est une équipe qui est pas mauvaise. C'est une équipe de haut tableau qui pourrait jouer en National League, tout comme Berlin pourrait jouer en National League.
pourtant ils sont un petit peu trop loin, on va pas ouvrir le championnat national à des clubs allemands non plus. Mais voilà, je pense que Fribourg a été surpris par le niveau de Munich sur les 2 semaines. Ils n'ont pas réussi à s'ajuster, comme tu le dis, avec seulement 3 lignes. Même s'ils menaient 2-0, au final, ils ont peut-être perdu un petit peu d'énergie à jouer à 3 lignes. Et ça a peut-être eu aussi son influence sur le match à Lugano. Comme tu le dis, ils sont passés de Munich à Lugano. Ils étaient chauds patates au début ils ont parce fait- qu'ils avaient ils ont joué fait- mercredi aussi. Ils ont fait le déplacement en quart aussi, donc c'est pas forcément évident, même si Munich c'est pas si long que ça, puis Lugano, Pour l'aéroport est parler pas avec évident. certains joueurs, le Y aller, voyage mais- était long. Hein. Mais c'est long, c'est comme long de passer du temps dans le quart, même si vous dormez sur place, ils sont partis, ils ont fait le déplacement jeudi, je pense. Oui, exactement. Donc c'était un jour off, mais ils ont pas eu un entraînement le jeudi pour évacuer un petit peu les toxines. Vendredi matin, ils ont dû faire l'entraînement à Lugano pour un entraînement léger. Donc au final, oui, ils avaient de l'énergie au début du match. Ils ont un petit peu payé, je pense, les pots cassés durant le deuxième tiers. D'autant plus que Lugano est sorti avec certainement énormément d'énergie parce qu'il y en a un qui devait pas être très content après 20 minutes de jeu et qui a dû le faire savoir à ses joueurs. Donc voilà, c'est quelque chose de compliqué à voir ce que ça donnera après la saison. Parce que je pense, Jérôme, tu vas être d'accord avec moi que Bienne comme Fribourg, puisqu'on a parlé de Bienne juste avant, n'auront pas de problème pour être dans les 6. Je suis entièrement d'accord avec toi, mais j'aimerais revenir sur le sacrifice que tu disais. On voit beaucoup d'équipes qui se sacrifient plus en mode play-off. On a l'impression qu'entre le dernier match de saison régulière et le premier de play-off, ça switch dans les têtes. Et je me demande si Christian Dubé, il ne s'est pas dit, mon équipe, l'année passée, elle n'a pas réussi à faire ça en play-off. Alors, est-ce que ce sens du sacrifice, il ne le met pas déjà en place en saison régulière pour que finalement, le sacrifice, ça devienne quelque chose de normal, que les joueurs, ça devienne un automatisme de se sacrifier, et en fait, ils s'en rendent même plus compte. Il y a un puck qui est tiré de la bleue, je me couche. Et ça devient normal. Et comme ça, tu n'as pas besoin de switcher en play-off. Pas si faux comme raisonnement, finalement, de continuer à jouer de son jeu et d'être prêt, que ça soit déjà en milieu de saison, voire même en début de saison, quand ils ont eu ces 10 succès consécutifs, que la même chose en play-off, finalement. Après, je crois que c'est Fabrice qui a commenté ça, il a rappelé l'apport de Diaz aussi. Hein. Alors ça fait beaucoup. Le travail du staff aussi. Oui, le travail du rien staff. enlever à J'ai Dubé vu, et des Rosa commentaires, qui, j'ai vu des commentaires positifs sur Dubé et Rosa qui, malgré leur inexpérience avant de prendre le poste, finalement font de l'excellent boulot. Et c'est peut-être aussi ça leur force, c'est-à-dire que comme ils sont arrivés sans expérience derrière un banc au niveau professionnel, bien évidemment, pour coacher, ils ont peut-être travaillé aussi beaucoup plus et ont mis leur énergie sur la table et montré aux joueurs qu'eux étaient prêts aussi à se dépenser et à se battre pour cette équipe. Donc, cette énergie, finalement, commence à se transmettre à l'équipe au bout de 2 ans et demi. C'est pas mal. Ouais, je te laisse sans voix, c'est rare celle-là. je vais la noter. 12h59. Le 29 novembre, c'est noté. Il nous reste un club à passer en revue. Le dernier des clubs romans, celui qui occupe pour l'instant la place de Lanterne Rouge, le HC Ajoie. HC Ajoie qui, lui aussi, avait la possibilité de jouer contre le même adversaire, donc de chercher à avoir des bonnes performances ce week-end. C'était Rapperswil. L'équipe la plus facile à jouer en ce moment, on est d'accord, mais c'est 2 défaites au final, 6-3 et 5-2, Jérôme. Par rapport aux dernières sorties, Ajoie a montré de meilleures choses et c'est pas fait fesser, même si les scores avec 3 buts d'écart, c'est toujours assez conséquent. Il y a eu du mieux dans la formation de la troupe de Gary Sheehan. Les 2 derniers matchs, c'était les 8 buts pris à Langnau, puis les 8 buts pris mardi à Bienne. Donc il fallait une réaction. Alors réaction il y a eu parce qu'Ajoie a mieux commencé ces périodes. En tout cas les 2 fois contre Rapperswil, ils ont mené 1-0. Ils n'ont pas pu garder le score et ont finalement perdu. Mais Ajoie continue son apprentissage. D'ailleurs les 3 mois d'essai sont bientôt terminés là pour le HCA. Je pense que ça se termine le 7 décembre, les 3 mois d'essai, si j'ai bien compté. Mais l'apprentissage continue pour le HCA. Il y a du mieux. Mais en tout cas ce qu'on remarque c'est que si Ajoie n'y est pas, que ce soit mentalement ou physiquement, le score il est sans appel, quoi. À Langnau c'est 8-3, contre Bienne c'est 8-1. C'est un club qui ne peut pas se permettre de ne pas être à 100%. Et c'est ça qui est très compliqué. Parce que si on prend l'exemple de Fribourg ou de Bienne, qu'on a parlé juste avant, si vous avez une ligne qui est moins bien, il y a les 3 autres pour prendre le relais.
À Ajoie, vous avez une ligne ou deux qui sont pas bien, c'est fini. Il n'y a personne qui peut vraiment faire plus, en fait, parce qu'ils sont déjà au maximum. Et pourtant, c'est pas une honte, Pascal, cette année, de perdre contre cette équipe de Rapperswil. Ah Hein. bah non. Ah non, surtout pas. Disons que voilà, on a été par le passé critique de Rapperswil, mais ils ont trouvé une énergie, ils ont trouvé un coach qui leur met un système qui leur convient, malgré. Il faut dire qu'au moment où on fait les pronostics, on a des doutes aussi sur cette jeune défense avec Baragano, Voardou et Bichère derrière. Hein. Avec la perte d'Église, c'est clair que voilà, on s'est posé des questions sur cette arrière-garde. Par rapport à Ajoie, moi, pour l'instant, clairement, ce qui manque, c'est la présence de Leduc. Clairement, Oui. voilà, Le patron de la défense. le patron de la défense, c'est pas pour faire, c'est pas pour être méchant avec les vétérans que sont Beerbohm et Howard, mais Beerbohm a peut-être un petit peu moins le rythme de National League maintenant qu'il avait il y a 6 ans en arrière. Howard, il découvre la National League, clairement, cette année, donc c'est pas évident. Il y a beaucoup Rouillet, d'attentes. Eigenman, tout ça, c'est aussi des joueurs. Il faut un défenseur qui avale ses minutes et puis qui rassure tout le monde aussi. On parle souvent Voilà, du gardien, mais ça doit il être leur aussi faudrait un Tummer Nurse, entre guillemets. Bah, Voilà. c'est pour ça que le Duc a été, C'est ça. a été engagé. Bah oui, Et c'est ça. sur les matchs qu'il a Toute joué, comparaison gardée, hein. toute comparaison Bah gardée, oui, bien non, mais sûr. je dis, un vrai patron en défense, un gars sur qui tu peux compter, que tu peux faire jouer 25, 28, 30 minutes, qui est là à 5 contre 5, qui est là à 5 contre 4, qui est là à 4 contre 5. À Un 3 gars contre qui, 5, voilà, n'importe, qui est là tout le temps, quoi. Un gars qui fait pas beaucoup d'erreurs, voire pas du tout, qui a des relances propres, qui, quand il faut jouer physique, il va mettre un coup d'épaule. Quand il faut mettre un coup de canne à quelqu'un qui est dans le slot, eh ben, il y va. Quand il faut prendre le puck et faire une relance, eh ben, il est là aussi. En attaque, ils ont Fortier, qui marche vachement bien, là. 4 buts en 5 matchs, 9 buts depuis qu'il est au HCA. On ne le connaissait pas, hein, ce Fortier. Ben là, je peux vous dire qu'on est en train de prendre son nom, parce qu'il enchaîne les buts, mais c'est vrai qu'en défense, il manque quelqu'un, et tu as raison, Pascal, le Duc manque beaucoup au HCA. On voit aussi, Jérôme, que Ajoie maintenant sait prendre aussi les commandes d'un match, mais il va encore falloir apprendre à les garder. ça, c'est un autre problème. L'apprentissage continue, voilà. Et Donc toi, si tu fais le bilan après 3 mois d'essai, tu les gardes ou tu les gardes pas en National League? Attention, parce qu'on va te retirer aussi l'entrée à Ajoie. Non, C'est la jamais. thématique de la journée. Non, non, jamais. C'est bien. Est-ce que je les garde ou est-ce que je les garde pas? Ils peuvent que rester, non? Ils peuvent pas sortir National League, il n'y a pas de relégation cette année. Non, mais si tu étais juge unique des décisions du mode de fonctionnement du championnat. Ils progressent, donc on les garde. Non, mais oui, tu le dis juste, ils progressent, il y a du mieux. Ils progressent. C'est clair qu'après, il y a parfois, ils retombent dans leur travers. Malheureusement, c'est aussi l'enchaînement des matchs qui fait que parfois c'est compliqué. L'enchaînement des adversaires. Contre Bienne, ils sont tombés contre un adversaire qui avait besoin de se relancer au niveau mental après la défaite contre Zoug. Et forcément, ils ont pris une claque. Et je pense que le plus important, c'est qu'à domicile, les supporters restent derrière eux, même quand ça va mal, parce qu'il faut s'appuyer sur ce qui est positif. Pour ça, il n'y a pas de souci. Hein. Ouais, il y a quand même eu quelques sifflets dans certains powerplay. Oui, mais c'est parce que... Voilà. Oui, bien vraiment... sûr. Mais voilà, De Vos, ça n'avait pas marqué depuis 8 matchs ou 9 matchs. Il marque hier. Donc le powerplay, au bout d'un moment, il va aussi marquer. Donc ça va venir, ça va tourner. C'est la loi de la moyenne, non? C'est la loi de la moyenne. On a dit qu'on ne le plaçait pas aujourd'hui. Merci, Jérôme. Je paierai l'apéro. Allez, zone grise, Jérôme. La Damascine AOC? Je vois toutes les sortes. Enfin voilà, mais Ajoie, finalement, pas si loin de Langnau. On rappelle qu'ils ont perdu aussi ce match contre les Tigres aussi, qui auraient pu leur permettre de les dépasser ou tout ça. Donc on n'est pas non plus avec 24-25 matchs, 3 points. C'est peut-être même plus haut dans l'ensemble des points qu'ils ont pu espérer ou tout ça. Simplement que c'est de la deuxième partie aussi qui apporte toujours son lot de difficultés et que l'adversaire s'est adapté, que l'effet de surprise, on peut bien battre Zurich, on peut bien battre Zoug. Mais ça va quand même commencer à venir un petit peu plus à un mur d'une réalité peut-être et aux Ajoulots de surprendre aussi leur adversaire en ayant plusieurs systèmes différents à mettre en place et que tout fonctionne, le powerplay, ci et ça. Tu vois. C'est clair, ça fait beaucoup. Le problème, c'est qu'on parle souvent du rookie wall pour les joueurs.
Donc pour les jeunes joueurs, c'est légèrement la deuxième, troisième année. Pour une équipe, c'est la deuxième partie de saison parce que tout le monde les a vus jouer, tout le monde a maintenant une banque d'images claire de comment ils jouent. On peut adapter son système, on sait quel joueur il faut surveiller. On sait que Phil Michael Levaux, c'est le leader offensif, il faut le surveiller. Maintenant, Forti va commencer à avoir une pancarte dans le dos aussi, attention. On n'enlève pas le fait que je pense Gary Sheehan et Vincent Leschen, s'ils n'avaient pas eu tous ces problèmes avec les joueurs étrangers, pourraient prétendre peut-être à avoir fait encore un petit peu mieux, parce qu'on a quand même dû pas mal valser en fonction des blessures de Hazen, de Wenström, avec un De Vos qui n'est pas à 100%, le Duc qui est blessé, Slak à ses adieux. En plus pour un néo-promu, c'est lourd à porter tout ça. Tu parles de la moi j'ai trouvé qu'il est bien revenu maintenant. On le retrouve un petit peu dans son jeu. La façon dont il jouait la saison passée quand il était à Sierre et puis quand il venait faire des piges à Genève. Il y a Jimmy là qui nous dit nos ajoulots vont aller mieux d'ici peu, attention. On demande que ça. Il y a aussi les autres équipes qui sont averties. Si tu ne te présentes pas face au HCA, tu perds ton match. Donc tu es quand même obligé de jouer face à Ajoie. Il faudra trouver une constance à l'extérieur, Jérôme, quand même. Oui, mais je dis à Port-Rentruy. Tu peux pas arriver à Port-Rentruy en dilettante et puis en disant je fais jouer mon troisième bloc et mon quatrième en priorité et puis je repose mes leaders. Quelle que soit l'équipe qui fait ça à Port-Rentruy, Ajoie, tu donnes des chances à Ajoie de gagner. Donc tu es quand même obligé de livrer la marchandise face au HCA. Ajoie, c'est 2 fois contre Lausanne ces prochains jours. Après à Fribourg, à la maison contre Ambry et le derby contre Bienne pour les prochaines sorties. Donc ça fixera un petit peu mieux de savoir où finalement Ajoie se trouvera avant la pause de Noël. Voilà, ça va être... C'est du pain sur la planche pour Gary Sheehan et Vincent Leschen d'ici là parce que va falloir trouver des solutions aussi pour garder le moral assez haut et on espère pour les Ajolos que le Duc pourra revenir parce qu'on attend depuis la pause de novembre, on l'attend son retour. Ça fait déjà 10 jours. Allez, on va passer à notre rubrique qu'on a l'habitude d'appeler le joueur du week-end, Pascal. Mais je dois dire le coach du week-end. Tout à fait, David. Je dis le coach parce qu'on veut plutôt tirer notre coup de chapeau à cette équipe Cendrillon qu'on disait l'année dernière, l'équipe de Rapperswil, et qui cette année produit du très bon hockey, à des qualités offensives, à une jeune défense comme tu l'évoquais avant, à un nouveau coach, mais que rien ne semble avoir changé par rapport à la magie qu'ils ont connue entre les pré-playoffs jusqu'aux demi-finales de la saison dernière. Voilà, c'est aussi pour ça que je ne me suis pas trop avancé sur Rapperswil tout à l'heure. C'est effectivement, on a décidé de mettre en avant Stéphane Edlund, l'entraîneur suédois de Rapperswil. On va aussi citer ses assistants, Bert Robertson qui est arrivé cette année aussi comme lui de Suède, et puis Sven Berger qui font un excellent boulot avec cette équipe relativement jeune qui parvient à la mener vers la victoire. Et les Saint-Gallois sont deuxièmes au classement depuis hier. Alors certes avec des matchs en plus par rapport à Zouk, 2 matchs de plus, ils ont le même nombre de points, et ça c'est plutôt une bonne nouvelle. C'est bien de retrouver aussi Rapperswil concurrent, parce qu'on se souvient quand ils ont été relégués en 2015, c'était une équipe qui était... on se demandait encore ce qu'elle faisait là. Elle a su se réinventer, elle a su créer une identité, Jérôme, et puis qu'elle soit 2e ou 5e, c'est que le plus important pour eux, c'est qu'ils soient bien partis et qu'ils ont fait le trou avec cette fameuse 6, 7, 8, 9, 10e place. Pour être vraiment franc, l'année passée, quand ils sont allés jusqu'en demi-finale des playoffs, je pensais que les joueurs avaient tout donné parce que leur coach qu'ils aimaient tant allait quitter le club. Et je me suis dit, c'est un feu de paille. Ils ont tout donné pour lui. Ils étaient hyper tristes d'avoir échoué en demi-finale. Et cette année, c'est un nouveau coach. Et finalement, la magie, elle continue. Ils ont progressé énormément. Stéphane Edlund, je pense qu'il a été très intelligent. C'est qu'il a gardé tout ce qui fonctionnait l'année passée. Parce qu'on voit que l'équipe, elle joue pas tout à fait la même chose, mais il y a beaucoup de ressemblances. C'est une équipe qui n'a pas de star, à part Chervenka. Il n'y a que lui, c'est la star de l'équipe. Sinon, ils ont des bons étrangers, mais ce ne sont pas des stars. Au niveau suisse, il n'y a pas des grandes stars non plus. Ils ont un gardien qui est très fort. Et puis l'ensemble marche extrêmement bien. Avec des romans derrière, surtout.
J'ai quand même une question pour toi, Jérôme. Est-ce que Rapperswil n'essaie pas, du côté de Yannick Steinman, donc le directeur sportif, d'appliquer la méthode Steinegger avec Lamert, Sanger, notamment, qui ont été des joueurs qui n'étaient plus voulus Eggenberger par leur club, et puis des joueurs revanchards, tu dis. Et puis de leur donner une deuxième chance. Les jeunes du LHC aussi. Les jeunes du LHC, ouais. Je pensais plutôt à ces deux-là, puisqu'ils ont un peu terminé de manière... Moi, je les trouve très intelligents au niveau des transferts. C'est que tu regardes chaque année où tu es un petit peu moins fort et tu remplaces cet élément par un autre. Ce sont que des transferts qui sont ponctuels, en fait. On va chercher des joueurs un peu comme en NHL. On va chercher, ok, il nous manque un joueur pour ce rôle-là, on va chercher de Sanger parce qu'on veut un peu plus de physique devant. Il nous faut un peu de vitesse, on va prendre Lammer. Et puis ils ont des jeunes qui performent aussi. Ils sont allés chercher Eggenberger. Bon, Lehmann est blessé, mais lui, on le connaît. Vetter, c'est aussi un jeune qui va extrêmement vite. Il était personnellement grata dans son club aussi, à Davos. Voilà, c'est une équipe de revanchards, entre guillemets, aussi, des joueurs à qui on donne une deuxième chance. J'aime beaucoup ta comparaison avec Bienne, finalement, parce que c'est pas donné à tout le monde non plus de vouloir relancer des joueurs qui étaient peut-être en fin d'un cycle, en fin de vitesse, en bout de piste dans un club, de réussir derrière. Et à Rapperswil, c'est comme à Bienne, on a relancé des Brunner, des Kunti, on va pas passer les exemples et tout ça, et ça fonctionne. C'est peut-être ce que devrait faire Ajoie. On l'a vu avec Romanengi et Rohrbach, déjà, avec Ness sous une certaine forme. Est-ce que finalement, Ajoie ne devrait pas aller faire ça? Aller chercher un joueur qui perd du temps de jeu sur cette année ou l'année passée, qui joue 3 ou 4e bloc, et puis tu lui dis, viens à Porrentruy, on va te mettre en premier ou 2e bloc, et puis te redonner la confiance. Si ça a marché à Bienne, si ça marche à Rapperswil, je vois pas pourquoi ça marcherait pas à Porrentruy. Jérôme, Pascal, vous savez qu'il y a une discussion assez forte, nous, en Romandie. Est-ce qu'on dit lac de Genève, lac Léman? Alors déjà, on dit Léman, parce que Léman veut dire lac. Voilà. Donc, lac Léman. Mais est-ce que, du côté de Zurich, on pourrait pas envoyer une polémique un petit peu oblique, par exemple, pour rediscuter finalement de renommer le lac de Zurich en lac de Rapperswil? C'est ce que nous dit Simon dans le chat, j'aime beaucoup, par rapport à ces arrogants zurichois et quand on regarde le classement de National League maintenant. Le Turisé Derby deviendrait le Rapizé Derby. On aime bien. C'est de l'humour, bien sûr, c'est du second degré. Moi, j'aime beaucoup cette blague, Simon, bravo. Mais voilà, c'est simplement aussi pour tirer un coup de chapeau à cette équipe de Rapperswil. Et puis, elle fait du bien dans ce championnat aussi. Il y a des surprises. Je pense que Davos en est une aussi de jouer si bien cette saison. Genève, Zurich, Lausanne, qui cherchent de la constance, ont des petites déceptions aussi. Mais c'est toujours cette équipe qui donne le sourire. Parce qu'à l'époque, je sais pas, moi, je suis spectateur. On va dire que samedi soir, je ne travaille pas. Pour une fois, je suis à la maison. J'aurais sans aucun problème le choix de regarder Rapperswil jouer parce que c'est un jeu maintenant qui est vraiment sympa à regarder. Voilà. Ça n'engage que moi. Hein. Non, mais c'est pas faux comme dirait l'autre. Alors, on continue, on avance. Programme de la semaine. Oui, il reste plus que le programme de la semaine. Vous en avez désormais l'habitude, on termine toujours par ça. Voici nos matchs de la semaine en National League, en Swiss League et en NHL. Ce soir, Fribourg-Zurich, ce sera sur MySports 2 à 19h40. Demain, le studio, ce sera Lausanne-Ajoie, parce qu'il paraît qu'il y a un petit événement avant le match qui concerne un ancien Ajoulo du LHC. Entièrement mérité qu'on retire le maillot de Florian Kohns demain, donc soyez là si vous êtes de la partie un peu en avance, parce qu'on essayera d'aller à la patinoire vivre ce moment toujours haut en émotion. Voilà. Mercredi, retour de la Swiss League avec Langenthal-Viège depuis le showrun à 19h40 sur MySports One. Vendredi, le studio, ce sera le derby des Zeringen sur MySports One à 19h25. Samedi, Bienne-Genève. Attention, la chaîne n'est pas encore définitive pour ceux qui ont le visuel. C'est marqué MySports 2, mais peut-être que ce sera MySports One à confirmer. Suivez sur les réseaux sociaux. Ça aujourd'hui. Voilà. Samedi, la NHL avec les Blues qui se rendent chez Joe Thornton en Floride à 19h, ce sera sur MySports 8. Et puis dimanche, il y a encore un match, c'est Davos-en-Brie pour terminer le week-end à 15h40 sur MySports 2. Vous avez l'habitude, toutes les autres rencontres sont à suivre sur MySports Pro, bien évidemment. Voilà. Vous ne manquerez rien. Backcheck le Talk en diffusion simultanée sur Facebook et YouTube en fin de soirée après les rencontres. Et puis jeudi, surtout, ne manquez pas le rendez-vous à 17h30 puisque Jonathan
sera de retour avec Overtime NHL, avec, si vous n'avez pas vu sur les réseaux sociaux, un invité qui sera Gregory Hoffman. C'est une interview enregistrée, mais que vous pourrez découvrir dans son intégralité. À cette occasion, Jonathan a pu parler aux joueurs des Columbus Blue Jackets pour faire le bilan de son début de saison en fait. Avant de conclure, dire merci à Jérôme aussi. On va dire que vous pouvez tout retrouver ce podcast en rediffusion sur Facebook dans quelques instants, sur YouTube, Spotify, SoundCloud et Apple Podcast un peu plus tard dans la journée. Et abonnez-vous, je crois que c'est le plus important. Ça vous mettra des notifications et nous on est très contents de vous voir toujours plus nombreux et toujours plus de questions. On fera le bilan. Je vous avais demandé quoi 120, 130 commentaires. Je crois qu'on est pas mal aujourd'hui. On a passé la centaine. Une centaine seulement. Alors lâchez encore. Dites-nous ce que vous avez pensé de sa mission et dites-nous que vous nous adorez et puis ça sera très bien. Merci à toi Jérôme. Merci à vous, c'était un plaisir. Comme Merci d'habitude. à toi Pascal. Pas mal. Alors bravo pour la première. Merci. À la technique et au micro, c'était très bien pour ça. C'est pas C'est la évident. deuxième qui est toujours la plus dure. Ce sera la semaine prochaine, la deuxième, puisque David sera pas à mes côtés. Tu as un rendez-vous l'après-midi. Donc tu seras depuis chez toi. Depuis chez moi. Mais vous inquiétez pas, ça va fonctionner quand même. Allez, très 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 bonne journée, bonne semaine de hockey à vous et à tout bientôt. Bye bye. Bye bye. Ciao.